Bonjour tout le monde, mon nom c'est Jean-Luc Eguiner, je suis le fondateur de Gladia.io, une solution de reconnaissance vocale utilisant l'intelligence artificielle et qui est multilingue et qui est, je pense, la solution la plus multilingue, la plus rapide sur le marché et la plus précise. Voilà. Bonjour, merci. Je suis Pierre-Étienne Devineau. Je suis data scientist au sein de la direction interministérielle du numérique de l'État français. Et parmi les enjeux que nous avons en ce moment, il y a le développement de produits d'IA spécifiques à nos agents publics. Donc je tâcherai de me faire autant que possible le porte-voix de nos enjeux de service public. Bonjour, je suis Robert Zoul, je suis cofondateur, je dirige eWin Technologies, qui est une société spécialisée dans le domaine de l'IA, notamment dans ce domaine de l'IA générative. Et on travaille sur des projets, des produits, notamment dans le secteur public. Donc moi je suis Renaud Monet, je vais animer cette table ronde. Je suis directeur du Digital Lab de Centrale Supélec. Donc Centrale Supélec, c'est une école d'ingénieurs sur le plateau de Saclay. Et le Digital Lab, c'est un hub d'innovation qui met en lien les entreprises et les étudiants. Et on va vous montrer des petites choses qu'on a faites demain. Je suis entrepreneur, journaliste et enseignant. Et j'enseigne des choses très importantes comme la géopolitique du cyber ou l'usage politique des réseaux sociaux. Et dans le cyber, il y a un rôle de plus en plus marqué, ce qui m'a amené à m'y intéresser assez tôt. Bonjour, Samuel Pacou, je suis directeur technique chez France Université Numérique. On s'intéresse à l'IA pour aider à outiller en tout cas les établissements français d'enseignement supérieur. Pour démarrer sur ma première question, qui est de se dire justement, chez Fun, vous réfléchissez à l'utilisation de l'IA. Je voudrais connaître un petit peu les grands domaines d'application, les délais que tu envisages, et puis finalement, depuis quand tu y travailles et sur quel sujet. Ok. Alors chez Fun, on s'intéresse déjà, on fait de la veille là-dessus, on voit les choses avec 3 étages. On voit une fusée à 3 étages. Le premier étage, c'est des choses qui sont maintenant maîtrisées, sur lesquelles on pense qu'on est déjà en retard, quelque part, parce qu'on peut faire. Donc transcription, traduction, tout ça, on a l'impression que c'est vraiment possible. En plus, c'est possible de le faire sur nos serveurs. Ensuite, le deuxième étage de la fusée, c'est des choses un peu plus où on va manipuler le texte. Du texte qui a été généré par des professeurs, donc par exemple sur nos plateformes de MOOC, on a déjà du texte existant, d'aller augmenter ce texte. Et ça, on pense qu'on arrive à faire des choses, on fait des POC, je pourrais en parler, mais c'est un peu plus sport pour aller en production à très court terme. Et puis il y a le troisième étage de la fusée où là, c'est de la prospection et puis ça pose d'autres problèmes, c'est d'aller carrément générer des choses, là on suit, mais je suis pas sûr qu'on fera, en tout cas pas avec ChatGPT. Alors puisqu'il y a ces 3 étages et que le parti pris de cette table ronde, c'est vraiment de passer à l'action dès la sortie de la conférence, on va commencer par le premier étage. Est-ce que tu peux nous dire l'intérêt que tu vois à ces mécaniques de transcription, de sous-titrage, d'enregistrement de vidéos, et l'intérêt à la fois pour Fun et puis ce qu'on peut projeter peut-être pour les universités, les établissements de formation qui sont dans la salle? L'intérêt, c'est un intérêt d'accessibilité, enfin de rendre le contenu le plus disponible et le plus accessible. Chez Fun, les origines de Fun, l'idée c'était d'offrir une plateforme de vulgarisation de la science. Enfin, on offre du contenu des établissements d'enseignement supérieur, mais on l'offre au grand public. Donc on a des MOOC où il y a des MOOC d'IA, par exemple, où on a 10 000 inscrits, du grand public. Donc on a régulièrement des enjeux d'accessibilité. Et puis il y a un autre enjeu, c'est un enjeu de rayonnement. Parce que chez Fun, on s'est assez vite rendu compte qu'on avait 20% des gens sur la plateforme qui venaient du continent africain. Pourquoi? Parce que c'est la francophonie. Et donc c'est des gens qui vont aller chercher le contenu là où il est, dans la langue qu'ils comprennent. Donc, je sais pas, si je tire le trait, je me dis, si je traduis Fun en 150 langues, peut-être qu'il y a des gens qui parlent des langues, qui n'ont pas accès à des choses, qui sont contents de trouver le contenu de Fun.
Et je peux appliquer ça à 150 universités, aux établissements de l'ESR. Ils ont des corpus, ils ont des enjeux de rayonnement, ils ont des enjeux d'accessibilité, ils ont les mêmes enjeux de fun. Et qu'est-ce qu'on attend? Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on attend? Avant de vraiment passer aux solutions, on va peut-être se tourner vers Pierre-Étienne pour voir si, au niveau de l'État, plus généralement, sur l'ensemble des administrations, cet enjeu de traduction dans les différentes langues, de gestion de l'hétérogénéité de langage, de sous-titrage, est-ce que c'est quelque chose qui peut intéresser l'État? Alors en fait, oui, l'ensemble de ces problématiques peut intéresser l'État. Peut-être je vais commencer par la question des niveaux de langue, en partant d'un besoin qui est une remontée de terrain dans des relations, on va dire, écrites entre des agents publics et des citoyens. On a alors un certain nombre de canaux de communication qui sont ouverts, et notamment des canaux de communication par lesquels les citoyens peuvent faire des réclamations, donc une sorte de guichet unique sur lequel un citoyen peut faire un retour d'expérience et dire « j'ai été coincé, j'ai contacté les services publics pour une démarche et je ne sais pas vers lequel me tourner, quel canal utiliser ». Et en fait, face à des demandes comme celle-là qui sont extrêmement variées, dont la réponse peut renvoyer vers une grande diversité de services publics, il y a un besoin pour nos agents publics de maîtriser à la fois un corpus de références administratives, un corpus réglementaire qui est extrêmement large. Donc, une question qu'on se pose, c'est comment utiliser un LLM, comment utiliser une IA pour venir explorer la base de ces corpus et fournir une première réponse à un agent que cet agent va pouvoir utiliser. Or, si on est face à des questions écrites qui viennent des citoyens, il y a une question de diversité de langue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les références légales, elles sont dans des niveaux de langue extrêmement soutenus, par exemple, qui sont d'une certaine façon assez exclusives. Et donc, il y a aussi un enjeu, quand on va fournir des exemples aux agents publics, si on veut alimenter une IA qui va pouvoir venir soutenir ces agents publics, c'est d'avoir des niveaux de langue qui représentent l'ensemble des niveaux de langue qu'on peut attendre de nos citoyens lors des interactions. Alors sur le sujet retranscription, c'est aussi un sujet qui existe effectivement dans les services publics, notamment lié à l'instance qui est utilisée, donc l'instance qui est utilisée pour les visioconférences de l'État, Big Blue Button, et donc effectivement un enjeu de venir faire une retranscription écrite des échanges oraux. Donc là, Samuel, toi, tu parlais plutôt, déjà, je pense, de traduire des corpus de manière massive. Pierre-Étienne, tu parles un petit peu plus de conversationnel et d'enregistrement de conversations en live. Fabrice, toi qui es à Sciences Po, est-ce que tu vois aussi des enjeux d'accessibilité pour les étudiants en termes d'accès aux cours de Sciences Po, que ce soit les vidéos, les corpus? Alors, Sciences Po a eu des débuts un peu difficiles avec l'IA. Hein. Le premier réflexe a été de dire pas de ça chez nous. Et puis petit à petit, ils se rendent bien compte que c'est se condamner à mort, hein, très clairement, que de fermer la porte à ces technologies-là. Le problème, c'est que c'est pas du tout une école qui a su ingérer la science de façon générale. Donc ça fait partie à mon avis, d'une partie d'éducation qui va quand même se retrouver dans une situation de poule face à un couteau, et dont en tout cas autour de la machine à café, la préoccupation première est de lutter contre la fraude, en s'imaginant, et à juste titre, que les élèves vont utiliser ChatGPT pour faire leur devoir, ce qui est tout à fait exact, avec quelques voix dissonantes qui sont plus ou moins à l'intérieur de l'école et qui se disent qu'il vaut peut-être mieux accompagner ce mouvement et apprendre aux élèves à faire leurs devoirs avec ChatGPT et faire évoluer ce que seront demain les devoirs. Donc c'est pas... Je pense qu'il y a plus d'espoir du côté des écoles, hein, typiquement comme la tienne, où on a une quantité faramineuse de personnes à l'intérieur de l'école qui comprennent ce que c'est que ChatGPT, que dans des écoles où fondamentalement ils voient ça, et c'est difficile de leur donner tort, comme une concurrence. Or, la réalité, c'est que si vous êtes dans les sciences politiques, ChatGPT, c'est une super concurrence. Mais que par contre, si vous commencez à appréhender ça de façon un peu plus cool, eh ben, vous allez pouvoir l'intégrer à votre travail au quotidien, de la même façon qu'il y a une génération, on a intégré Word, et on ne le réalise pas trop aujourd'hui, mais Word a considérablement changé la façon dont on écrit. Pour tous ceux d'entre nous qui écrivons de façon frénétique, quasiment au quotidien, on ne faisait pas ça à l'époque, on était avec un stylo.
on a radicalement changé nos méthodes d'écriture, la façon dont on réfléchit. Et ChatGPT introduit une étape supplémentaire, bien plus grande encore, mais qu'on peut accueillir à condition de se départir de quelque chose qu'on pensait malgré tout profondément lié à notre intelligence, notre originalité, ce qui faisait de nous un être unique et notre qualité d'écriture. Et on s'aperçoit tous qu'en faisant quelques sacrifices sur la qualité, on arrive à avoir un résultat qui est tout à fait passable, à ceci près qu'il fait en 5 minutes ce qu'on mettait une après-midi à faire. Donc c'est un vrai problème honnêtement pour les écoles qui ne sont pas des écoles d'ingénieurs. Ça va beaucoup moins bien se passer que dans les écoles d'ingénieurs qui forcément ont une fascination geek vis-à-vis de cette technologie qui fait qu'on est nécessairement attiré par ça. Sciences Po, non. Et je pense que c'est pas du tout spécifique à Sciences Po, c'est spécifique aux écoles qui ne sont pas scientifiques, tout bêtement. Je sais pas combien Alors, je ne sais pas combien vous êtes dans la salle de Sciences Po, si vous partagez. Mais donc, maintenant qu'on a quelques use cases, et Samuel nous disait c'est du très concret, il veut ça pour hier ou pour demain, on va passer un petit peu sur ce use case-là de la traduction, de la transcription, du sous-titrage et de l'adaptation à différents niveaux de langage sur les solutions. Donc, Samuel, tu disais j'aimerais bien voir ça sur des serveurs, tu fais aussi pas mal de cloud. On va peut-être demander à Robert et Jean-Louis ce qu'ils ont dans leur besace qui pourrait résoudre ce problème assez rapidement sur des modèles open source ou des modèles propriétaires ou autre chose. Robert, peut-être? Donc, oui, chez Luin Technologies, on développe, je rajouterai, ça a été évoqué dans la génération de texte, la transcription, il y a aussi la recherche. Une fois qu'on a créé tous ces corpus de données non structurées, il faut aller pouvoir rechercher l'information et ChatGPT, ce que des tas de technos faisaient avant, mais nous permet de le faire en langage naturel pour éviter le paradigme de mots-clés qu'on avait, auquel on était câblé pendant des dizaines d'années. Donc, nous, on réalise, notamment avec partenariat avec Numspot, Outscale, sur la mise en place dans des environnements souverains de STT, de speech-to-text pour transcrire les données, pour être capable de les traduire, mais la fonction qui a été évoquée de recherche, elle est absolument déterminante pour se dire, à la fin, toute cette donnée non structurée, tous ces transcripts, de MOOC, de vidéos, etc. On veut pouvoir les rechercher dedans, rechercher de l'information. Et donc, on y rajoute des fonctions de recherche avancées que les IA génératifs permettent, mais pas que. Il y a d'autres technologies qui se combinent, qui sont des fois plus frugales, plus efficaces, et qui vont permettre d'aller très loin dans cette recherche, dans cette donnée non structurée. Du coup, non, juste une petite question complémentaire comme ça, elle vaudra pour toi et pour Jean-Louis aussi. Comment tu peux rassurer Samuel sur la souveraineté des données qui sont manipulées par ton dispositif de speech to text, traduction, transcription, recherche? Voilà, Samuel manipule pas mal de données relativement publiques, puisque c'est des MOOC, mais d'autres établissements de formation présents dans la salle pourraient se dire, moi, je veux bien utiliser vos trucs là pour traduire en 150 langues, mais j'ai pas envie que mes cours se retrouvent dispatchés partout sur Internet, et je veux une vraie garantie de souveraineté sur le dispositif. Donc, pour nous, la solution à ça, c'est de pouvoir appuyer toutes ces technologies sur des technologies de cloud type SecNumCloud, d'où notre partenariat avec Numspot. Numspot, c'est un ensemble d'acteurs qui sont réunis autour de DocaPost, Outscale, de Dassault Systèmes, etc., pour proposer l'une des solutions françaises de cloud souverain, et donc la capacité à s'installer et faire des instances de ces produits dans des containers SecNumCloud qui sont possiblement utilisables avec les prérequis que tu évoques. Pour cet acronyme SecNumCloud, peut-être Pierre-Etienne, tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc le SecNumCloud sont les contraintes pour s'assurer que les algorithmes, de manière générale les outils de l'État, tournent sur des solutions souveraines du point de vue de l'État. Sur les supports contrôlés par l'État. C'est ça. Donc ça peut être des serveurs directement appartenant à l'État, ça peut être des serveurs agréés auprès de fournisseurs comme OVH, etc. Et donc c'est la problématique du SecNumCloud, c'est que ce qui se passe,
se base sur des serveurs qu'on contrôle. En particulier pas sur des serveurs étrangers qui pourraient être soumis à des législations étrangères, je pense entre autres Cloud Act, mais pas que. Et du coup, Jean-Louis, pour les solutions souveraines que tu proposerais à Samuel demain matin? Alors, du coup, c'est un bon point, je vais juste rebondir là-dessus. Pour les gens qui sont des néophytes, il y a une instance en France qui s'appelle l'ANSSI, c'est l'équivalent de la NSA, vous connaissez la NSA? Non. L'ANSSI, c'est un peu comme la NSA. C'est exclusivement défensif. Non, c'est défensif par rapport à la NSA. Exclusivement défensif. Mais c'est exclusivement défensif, mais comme la NSA, c'est des instances qui sont des instances de l'État qui sont ultra sécurisées, qui sont très très basées sur la sécurité, la confidentialité, le secret, dans ce sens-là. Et c'est eux qui ont créé cette certification SecNumCloud en disant toutes les contraintes, en disant pour que nous on s'assure qu'il n'y ait rien qui sorte, que ce soit hyper sécurisé, qu'on coche toutes les cases, on a créé ce label-là, SecNumCloud. C'est uniquement défensif, mais dans l'idée, vous voyez la NSA comme c'est hyper secret, et comment ils contraignent les données, c'est la même logique. On n'a pas d'instance offensive en France, mais ça prédit. Non, on n'a pas d'instance offensive NSA en France comme l'ANSSI, mais elles ne sont pas combinées. Je veux dire, après, j'essaie de parler aux néophytes. Après, c'était un peu dans l'idée. Après, on peut aller dans les micro-détails, mais... On va faire tourner le micro. Je vais aller plus loin. Tout à l'heure. Donc, moi j'étais chez OVH avant, donc SecNumCloud, j'ai participé à tous ces sujets-là, donc je vois un petit peu quand même comment ça fonctionne, et les instances sécurité. Nous, de notre côté, la solution qu'on a créée de Speech to Text, elle est complètement isolée. C'est-à-dire ce qu'on appelle AirGap. AirGap, ça veut dire que je peux couper Internet, je peux couper tous les fils. Le système peut être autonome et fonctionner dans son propre environnement en ayant juste l'électricité, j'exagère, et du réseau au sein du même écosystème qui est déconnecté d'Internet. Donc ça, c'est comme ça qu'on assure à nos clients qu'on a cette capacité-là. Quand on dit qu'on a cette capacité-là, en général, ça les rassure bien en disant, en fait, le jour où je veux couper tout, c'est tout à fait possible de couper... d'isoler par rapport à l'Internet ce qu'on appelle une DMZ, donc une zone démilitarisée, une zone complètement isolée de l'environnement. Donc c'est comme ça qu'on le fait nous. Après, c'est pas toujours idéal parce que vous avez des contraintes de scale. Quand vous faites ça, le problème qu'il va y avoir pour les institutions, c'est que si vous essayez de le faire, vous avez une charge qui est limitée, le nombre de serveurs est limité, vous ne pouvez pas rajouter des serveurs à la volée, donc il y a des contraintes qui viennent avec, mais il y a des éléments positifs aussi. Et toute la question en général quand on fait de la sécurité informatique, en particulier avec l'IA, c'est de trouver le bon niveau de confidentialité pour les données qu'on traite. Est-ce que, par exemple, je simplifie, mais écrire un mail pour la nouvelle année aux grands-parents en utilisant un LLM quelconque, est-ce que ça a besoin d'être dans une zone démilitarisée? Je ne suis pas certain. Maintenant, si vous êtes en train d'aider, par exemple en sciences politiques ou autres, à essayer de retrouver dans une base de données, comme on disait, ou dans des éléments, dans une base de données encore plus générale, des éléments qui pourraient nous aider à avoir une négociation pour une ambassade quelconque, ça peut-être que ça vaut mieux de l'avoir dans une zone qui est complètement contrainte. Donc la question, c'est de trouver la bonne échelle de sécurité par rapport à ce que vous faites. Et donc, je rebondis vite fait sur les sujets de l'université. Est-ce que la question, c'est d'interdire complètement le chat GPT? Ou la question, c'est de l'embrace, l'absorber? Peut-être le vrai sujet, c'est pas de dire oui ou non, c'est de trouver dans quelles conditions on le fait. Est-ce qu'il y a des moments où oui, c'est contraint? Est-ce qu'il y a des moments où oui, en fait, il faut l'absorber? Parce que la réalité, moi, je bosse dans l'entreprise, je bossais aussi à l'étranger, c'est que les étudiants français font des excellents employés. Je trouve pas meilleur employé qu'en France des gens qui sortent d'université française. La réalité, c'est que si on commence à les couper de ces outils-là, on leur enlève des outils pour leur vie professionnelle et on prend du retard. Alors que les étudiants français sont je vous le dis sincèrement, j'ai donné même des cours à l'étranger dans les universités, ce sont les meilleurs étudiants du monde. Est-ce qu'on veut vraiment leur enlever ces outils-là et leur empêcher d'avoir une calculette? Parce que dans la vie pro, il n'y a pas de question s'il y a calculette ou pas calculette, c'est au plus efficace. Donc il y a des moments où il faut enlever la calculette pour s'assurer que ça va faire du calcul mental. Il y a d'autres moments où il faut apprendre à être efficace avec la calculette. Donc la question, c'est pas d'être binaire. La question, c'est comme pour la sécurité, c'est de trouver le bon niveau, au bon moment, dans le bon contexte, pour les apprendre à être, d'une part, efficaces et de l'autre côté, critiques par rapport aux résultats qui sortent. Voilà, j'ai un peu... Merci. Alors, du coup, je vais faire un petit point d'étape, puisque beaucoup de sujets ont été abordés. Samuel, tu nous as dit, premier étage de la fusée, je veux transcrire, je veux sous-titrer et je veux ça demain. On a parlé de SecNumCloud, qui est une norme que l'État a produit, une labellisation que l'État a produit.
Et on a deux entreprises représentées par Jean-Louis et par Robert qui nous disent ben voilà, ces solutions vont être disponibles chez des clouds français souverains avec une étanchéité assez forte qui permet que les cours que vous mettrez dans ces systèmes-là pour les traduire et les transcoder ne partiront pas à des endroits non désirés. Donc ça, c'est une première partie de la réponse pour toi, je pense, Samuel. Jean-Louis nous a attiré notre attention sur la question de la scalabilité de ces solutions, donc sur le problème de est-ce que je vais les utiliser massivement en temps réel ou pas. Donc je pense que sur ce chapitre-là, on a un peu fait le tour. Et Jean-Louis, tu m'as précédé en ouvrant ce débat sur l'utilisation de ChatGPT pour des solutions d'éducation. Je voudrais qu'on parle de ça maintenant, mais en distinguant bien deux choses. La question d'un étudiant qui utilise ChatGPT avec son clavier et sa souris et qui utilise cet outil, comme tu le dis, comme une calculette ou donc comme un Word de nouvelle génération, pour prendre l'image de Fabrice. Et deuxième dispositif, l'utilisation de ChatGPT de manière automatique par des applications d'enseignement, par exemple pour générer des quiz. Demain, on présentera un prototype qu'on a fait avec Samuel pour l'analyse de vidéos, la génération automatique de quiz, permettre aux étudiants de s'auto-tester, c'est facile à dire. Et donc sur ces sujets, ChatGPT peut aussi être une solution via son API. Donc je vous pose la question les uns après les autres, utilisation de ChatGPT en mode calculette ou en mode API? Les deux, en général. Je pense que l'enjeu le plus immédiat, c'est de faire en sorte, et c'est pas du tout réservé aux gamins, ça s'adresse à n'importe qui, c'est de commencer à réfléchir à la façon dont ChatGPT peut s'intégrer dans vos processus cognitifs du quotidien. Et dans la mesure où, a priori, dans la salle, il n'y a pas vraiment beaucoup d'ouvriers à la chaîne, vous avez tous, à un moment ou à un autre, quelque chose dans votre quotidien professionnel ou personnel qui va pouvoir tirer parti de ChatGPT. Et c'est compliqué parce que ça nécessite non seulement de détricoter ces processus quotidiens qui, passé un certain âge, faut vraiment en créer, mais pire encore, d'en détricoter certains qui intrinsèquement vous font plaisir. Parce que c'est la production intellectuelle, a priori, vous n'êtes pas de retrouver dans ce genre de conférence par hasard, c'est quelque chose qui procure un certain plaisir. Et se délester de ce certain plaisir sur une machine, c'est pas forcément agréable. Vraiment. Malgré tout, si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver dans de très grandes difficultés. Alors si vous avez un âge avancé, c'est pas très grave. Mais si vous avez encore quelques dizaines d'années de carrière professionnelle devant vous, ça va vous revenir dans la gueule de façon très violente. Donc je pense que ce soit des étudiants ou que ce soit des adultes, dans le cadre de la formation initiale ou professionnelle ou continue, et je pense que tout ça va être appelé à se mélanger, notamment les MOOC sont un bon avant-goût de la façon dont cette distinction n'aura plus beaucoup de sens à l'avenir. C'est super important de s'y mettre dès maintenant. Vous ouvrez un compte ChatGPT et puis régulièrement, quand vous écrivez l'exemple de un email à la grand-mère, ChatGPT peut le faire. Alors c'est pas très cool pour la grand-mère, mais elle s'en apercevra pas. Par contre, pour vous, c'est une occasion de commencer à voir comment ChatGPT va pouvoir demain être l'équivalent de ce que Word est pour nous tous, mais n'était pas pour nos grands-parents qui prenaient une plume. Ensuite, il y a effectivement l'utilisation de ChatGPT pour les professionnels d'enseignement. Là, ça donne le tournis parce que de toute façon, l'enseignement en général arrive à un point critique. J'ai envie de le comparer à l'hôpital public, on est à peu près dans la même situation. C'est-à-dire qu'on a encore les équivalents de l'hôpital américain de Neuilly, dans lequel, hasard, coïncidence, la plupart d'entre nous travaillons. Et puis, on a l'hôpital du coin de la rue, dans lequel on peut attendre jusqu'à 7 jours dans un service d'urgence avec une appendicite qui se transforme en péritonite. Et si on s'en sort vivant, on a de la chance, statistiquement. La situation, c'est ça. Donc, comment est-ce que l'IA va pouvoir transformer ces deux extrêmes du spectre d'éducation qui sont une éducation élitiste qui est toujours de très bonne facture et une éducation de masse qui, j'insiste, la comparaison avec l'hôpital public est vraiment à dessein. Et on racontait, souvenez-vous, il y a 5 ans encore, on disait que le système santé français était le meilleur du monde, tout comme vous entendez encore ce genre de conneries sur l'éducation. La réalité, c'est que il y a un moment, il va falloir ouvrir les yeux. Comment le ChatGPT, l'IA générative va pouvoir
apporter quelque chose à ça, ou se substituer à ça, ou faire naître des offres privées. Je travaille il faut travailler pour l'éducation publique, hein. Mais faire naître des offres privées qui, elles, vont pouvoir avoir l'agilité, ne pas avoir les lourdeurs administratives, et offrir quelque chose qui va être, j'ai envie de dire, une boîte de sauvetage. J'aimerais vous dire que tous les champs sont possibles, c'est une urgence absolue, et il faut aller le plus vite possible. Donc si ça ne se fait pas dans le cadre de l'université, parce qu'il y a quand même une certaine lourdeur qui est propre à la structure, ça sera le privé, mais il y a urgence à trouver une boîte de sauvetage pour l'éducation des masses. Et c'est probablement dans l'éducation des masses que ChatGPT, que les intelligences artificielles ont quelque chose à nous apporter, parce que pour les élites, il y aura toujours des super profs, il y aura toujours de l'argent, il y aura toujours des enfants qui de toute façon sortiront eux-mêmes pour la plupart du temps de l'élite, donc qui auront les moyens de payer l'école alsacienne que notre bon ministre, de se payer des écoles privées, de se payer des cours particuliers. C'est pas vraiment le problème critique aujourd'hui. Le problème critique, c'est l'éducation de masse. Et il est extrêmement critique, vraiment, à l'image des services d'urgence du pays. Préciser un peu ma question pour passer la parole à Samuel. Fabrice, tu as parlé de ChatGPT puis des IA génératives. Cette table ronde est intitulée IA générative : quelles alternatives à ChatGPT. Donc je pense qu'il est temps maintenant, parce que vous avez tous essayé ChatGPT, je pense, dans la salle, et en même temps vous savez qu'il y a des alternatives open source que vous avez peut-être pas utilisées parce qu'elles sont pas faciles à installer, elles sont pas faciles à mettre en œuvre. Il est temps peut-être là de commencer à introduire cette distinction, et Samuel, que tu nous dises ce que tu penses de ChatGPT d'un côté et des modèles open source de l'autre. C'est pas facile. Ce que j'en pense, c'est ce que j'en pense. Sur ChatGPT, je pense que nous, on fera tout pour pas l'utiliser. C'est-à-dire que, en tout cas pour envoyer des données personnelles des étudiants, etc., on va tout faire pour avoir des alternatives. Et personne viendra me pousser pour le faire. Enfin, en gros, si on n'est pas moteur au niveau des ingénieurs, je pense que le SR français, là, on est parti pour pas trop bouger, je pense. Donc, non, mais c'est vrai. Faut se regarder en face. Je pense que moi, j'ai l'impression que, comme disait Fabrice, on est entre ingénieurs à se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait, et puis est-ce que c'est vraiment raisonnable de le faire avec ChatGPT? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on joue, on fait des POC, on arrive à faire des trucs. Ce que je disais, les 3 étages de la fusée, le premier, j'y arrive, le deuxième, je vais arriver à peu près, mais j'assume pas, et pas encore, et puis je continue à jouer. Mais le truc, c'est que à quel moment ça devient... moi, j'avais pas cette vision que donne Fabrice, c'est de dire c'est urgent, quoi. J'ai pas du tout l'impression dans mon quotidien que c'est urgent. J'ai plutôt l'impression de C'est dans une école d'élite. Ouais. Je sais pas... Alors, ton voisin va t'aider. Alors, je vais faire un peu de recul géopolitique, c'est quand même mon métier à la base. On a perdu toute forme de souveraineté. Dieu merci, on a encore ces écoles d'élite, des chercheurs qui ne s'intéressent pas au pognon, donc qui s'intéressent à la recherche, à la science, et qui travaillent avec des moyens qui sont objectivement totalement ridicules si on compare ça à la moindre petite start-up dans la Silicon Valley, mais qui arrive à des résultats quand même sympathiques. Mais la réalité, c'est que si on va du côté des entreprises, du financement privé, on a aujourd'hui 2 acteurs, et pas 3, 2. On a la Chine, les États-Unis. Et on a un avantage systémique pour la Chine qui fait qu'ils ne peuvent que gagner. Pour des raisons très cons, les modèles sont plus ou moins open source, donc n'importe quel privé peut s'accaparer un modèle open source, l'adapter à ses besoins et faire un saut quantique. J'imagine que tout le monde sait à peu près ce que c'est que l'open source à défaut du logiciel libre. Et les Chinois entraînent leurs modèles sur les mêmes données que les Américains, sont accessibles, et sur un set de données que les Américains n'ont pas, que nous n'avons pas, qui sont les données issues de la surveillance de masse et de leurs expérimentations de crédit social. Donc ils ont un set de données infiniment plus grand et infiniment plus facile à mettre en pratique. La police prédictive est déjà une réalité en Chine. C'est très difficile d'estimer son efficacité, mais vous imaginez bien que si vous avez de la police prédictive, vous pouvez avoir un conseil d'orientation prédictif et tout un tas de choses qui peuvent s'appliquer à l'éducation, que nous ne pourrons pas avoir en Occident, sauf à faire alliance avec les Chinois, ce qui est
précisément ce que nous sommes en train de faire en France, de façon assez discrète, à travers des intermédiaires comme les Émirats Arabes Unis, qui typiquement ont un ministre de l'intelligence artificielle. Ils n'ont pas un ministre de numérique, enfin, ils n'ont pas que un ministre de numérique, ils ont aussi un ministre de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire le gars qui a entre un secrétaire d'État au numérique, qui accessoirement a fait une école de commerce et un doctorat en philosophie. On est à ce point largué, totalement largué. Donc on est, c'est-à-dire que si on était nous-mêmes en tant que citoyens souverains, on pourrait se faire un choix à travers, je sais pas, un vote, un référendum, quelque chose, entre est-ce qu'on prend la direction américaine, est-ce qu'on prend la direction chinoise. Il se trouve que le choix a été fait pour nous, hein, parce que vous suivez suffisamment l'actualité politique pour vous rendre compte que c'est comme ça que ça se passe. Le seul choix qu'on puisse faire, c'est le choix qu'a fait Samuel, c'est-à-dire de l'open source, plus précisément du logiciel libre. C'est-à-dire de faire le choix, non pas d'un code qui soit une propriété privée, mais d'un code qui soit un bien commun. Et à partir de là, on rebondit sur ce qu'on trouve systématiquement sur ce genre de chercheurs. Hein. Tiens, si on faisait 150 langues, comme ça on pourrait rayonner, machin. Ce qui semble être une utopie gauchiste, mais qui peut s'appuyer sur du code. Vraiment. Et on pourrait tout à fait imaginer demain faire un consortium international avec tout un tas de chercheurs à travers la planète, qui ferait que, oui, certes, individuellement, ils sont ridicules par rapport à la première start-up du coin de la rue à San Francisco, mais tous ensemble, ils peuvent faire des choses incroyables. Et je ne vais pas vous lancer dans un grand cours sur l'histoire du logiciel libre, mais bon, sachez grosso modo que vous avez les 3/4 du code que vous utilisez au quotidien qui sont issus du logiciel libre, qui sont issus de ce bien commun, qui sont issus d'un effort collaboratif de tout un tas de hurluberlus qui chacun dans leur coin font leur petit truc. Et pourtant, ça donne un ensemble qui constitue l'essentiel du patrimoine code sur lequel on s'appuie. Donc c'est, à mon sens, la seule voie possible, celle de Samuel, en allant, si on a l'ambition d'être souverain et de ne pas être des affiliés chinois ou des colonisés américains. Mais si on a comme ambition d'être vaillamment souverain, c'est la seule voie possible. Il manque malgré tout des initiatives probablement poussées par un État qui se fait attendre, qui consiste à faire ces grands consortiums de façon à ce que tout ce petit monde puisse travailler. Alors, pas en cohérence, parce que c'est la façon de travailler dans le libre est un peu particulier, mais puissent travailler ensemble malgré tout, et puissent avoir des objectifs communs, et une vague coordination, là, sur le vague, les méthodes de travail sont particulières, de façon à pouvoir proposer autre chose qu'un avenir chinois ou un avenir américain. Donc, on en est où dans la discussion? On a des besoins d'éducation de masse, on l'a dit, on a des besoins d'outils qui doivent être de plus en plus puissants. Fun a produit depuis quelques années les plateformes de MOOC. Samuel se pose la question d'ajouter de l'intelligence artificielle dedans avec ces 3 étages de la fusée. Et on a 3 solutions. Donc la boîte noire ChatGPT, qu'on ne peut pas ouvrir, et les solutions open source dont vient de parler Fabrice. Ces solutions open source, il y en a 2 grandes familles. Une famille qui s'appelle Falcon, qui vient de l'Est, et donc financée par Abu Dhabi, et donc avec les Chinois qui sont peut-être pas loin, et une version plus américaine, produite par Facebook, le petit nom c'est Llama, et qui a plein de déclinaisons. Donc nous on a fait pas mal de tests à Centrale Supélec sur ces 2 modèles, en appui sur nos étudiants qui nous ont aidés. Robert, je crois que vous en avez fait pas mal chez Iwin. Est-ce que tu veux nous dire les performances de ces modèles et les biais ? Oui, quelques éléments où c'est important aussi de distinguer dans ce qu'on, même si conceptuellement, faire entre ce que ces modèles permettent de faire en termes de tâches, c'est-à-dire faire un résumé d'une conversation, ou fournir de la compétence, de la connaissance. C'est-à-dire que si vous demandez à ces différents modèles, à ChatGPT, à ces modèles open source, quel est le statut de l'île de Taïwan, il va vous répondre des choses différentes. Et là, on est dans le sujet du contenu, et on peut se poser des sujets de souveraineté de l'information, de biais de l'information que ça peut nous en renvoyer, ces différents modèles. Et puis, il y a un autre élément qui est de dire, on fait une tâche d'intelligence artificielle, qui est de dire, moi, j'ai besoin d'aller rechercher dans mon corpus documentaire de mes informations qu'à l'État ou une entreprise privée,
j'ai besoin de faire un résumé de ces informations. Donc, c'est les tâches génératives qui sont venues avec ces grands modèles, c'est-à-dire de pouvoir faire des synthèses, des éléments où on va prendre l'information dans plein de sources et pouvoir générer des choses sans parler technique. Et c'est important de dissocier ces éléments de contenu et de contenant parce que souvent, et dans le bench de ces outils, viendra des sujets sur la performance académique, technique de ces outils, mais aussi viendra des biais, parce que si on se dit j'ai envie que mes étudiants, quand ils posent la question quel est le statut de l'île de Taïwan, et qu'il a des réponses relativement quand même différentes entre ces modèles, c'est intéressant de se dire que c'est une façon, la connaissance embarquée peut influencer la façon dont on fait telle ou telle chose. Mais en termes de tâches d'intelligence artificielle, effectivement, il y a des modèles open source. Chez Iluin, on intègre ces modèles open source, puis on fait une tâche, alors c'est un peu technique, peut-être pour certains ou pas pour certains, mais de ce qu'on appelle de fine-tuning, c'est-à-dire qu'on va aller faire une démarche complémentaire sur ces modèles pour les spécialiser. Et ce fine-tuning s'applique à des tâches en particulier, c'est-à-dire sur une tâche de résumé, sur une tâche, on était les premiers à proposer le gros dataset de question answering en langue française, dans le domaine francophone, donc sur une tâche d'extraction de données. Et donc sur ces tâches-là, on voit que on arrive, et le consensus est que ces modèles open source arrivent à flirter avec les performances des modèles comme ChatGPT et il faut savoir dans ce que tu disais, si on dit que ChatGPT c'est le nom générique du frigo ou c'est le nom d'une marque, où on appelle les frigos, c'est les modèles génératifs, puis on se dit on achète telle ou telle marque. À ce jour, on a été dans une phase entre décembre 2022 où on a été sidéré par un acteur qui arrive et on a tout appelé ChatGPT, et puis quand même très vite, et avec tous les écosystèmes géopolitiques que j'ai cités, de se dire qu'il y a des acteurs qui ont produit des modèles alternatifs, mais de se dire que cet open source est effectivement hyper vivant, qu'on arrive sur des performances de tâches à des niveaux très avancés et qui vont permettre de résoudre des problèmes pour des universités, pour nos sujets, et qui sont différents. C'est pour ça que je distingue du sujet de la connaissance qui y est embarquée. Et soit la connaissance qui est embarquée, on se dit qu'il y a des démarches où on se dit il y a un corpus français de données sur lequel on veut aller chercher de l'information qu'on estime scientifiquement, politiquement, quels que soient les avis qui est acceptable, soit sinon, effectivement, on sera au hasard de la connaissance embarquée par ces différents modèles. Donc, sur des tâches spécifiques, on est sensiblement au même niveau de performance, sachant que l'actualité sur tous ces modèles, vous n'avez pas une journée sur laquelle il n'y a pas une publication, il n'y a pas une évolution, il n'y a pas des équipes de recherche. Donc, effectivement, cette communauté open source, comme ça a été dit, est très riche et permet à des sociétés industrielles comme Iluin Technologies de proposer après des solutions techniques, soit à des opérateurs publics ou privés. Et ce raffinement de modèle, combien de temps pour le faire? Si on démarre demain, Samuel, il a sa solution quand? Alors c'est sur des tâches spécifiques, c'est quelques jours, ça peut être plusieurs semaines sur des choses où on va avoir une réflexion aiguë sur des tâches spécifiques, mais c'est ça l'ordre de grandeur. Donc c'est très rapide en itération. Il n'y a pas besoin de gros volumes de données pour faire ces fine-tuning de modèles. Donc c'est des choses qui sont à la portée de beaucoup de gens. Il faut choisir les bonnes données, c'est-à-dire que si on fait une sélection intelligente, on a une qualité très supérieure. Donc là, il y a de l'ingénierie fine pour cette démarche sur ces gros modèles. Je vais avoir les mêmes questions pour Pierre-Étienne et pour Jean-Louis. Donc, avez-vous testé, avez-vous mis en œuvre ces modèles open source, Falcon et Llama et toute sa famille? Qu'en avez-vous tiré en termes de performance? Combien de temps ça vous a pris? Est-ce que vous trouvez que c'est atteignable, que c'est une vraie alternative à ChatGPT ou pas? Alors la réponse est oui et oui, mais avant de répondre totalement à cette question, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, ça va nous aider à bien poser le cadre, et revenir à ce que disait Fabrice tout à l'heure, et que vous avez tous repris avec justesse. Finalement, il faut distinguer deux choses. Pour comprendre la manière dont marchent ces modèles, il faut se dire que ce sont des modèles qui ont vu énormément d'exemples de données, et qu'en fait, les sorties de ces modèles, ce qu'ils nous disent, dépend de ce qu'ils ont vu. Or, Fabrice nous disait, face à la masse chinoise, face à la masse américaine, nous sommes bloqués.
Alors c'est vrai que si chacun a son petit jeu de données de son côté, nous sommes bloqués, mais la solution, et tu l'as aussi apporté Fabrice, elle vient sûrement en grande partie du libre. Pas uniquement du logiciel libre, mais des corpus de données libres. Sauf sur les données de surveillance. Sauf sur les données de surveillance. C'est là qu'on est coincé. En tant que démocratie, on est coincé. En tant que démocratie, on est coincé, mais je sais pas pour moi, personnellement, j'ai pas prévu d'avoir d'algorithme de surveillance dans l'immédiat. Bah, l'État l'a fait pour toi, en fait. Alors, sur l'IA générative de texte, j'en suis pas certain. Donc, sur l'IA générative de texte, on n'a pas de problématique de caméra, de surveillance. On pourrait effectivement parler de ça pour les caméras vendues par les Chinois, effectivement, mais bon, on va parler de ça après. Ou celles qui vont arriver aux Jeux Olympiques en 2024. Ou celles qui vont arriver aux Jeux Olympiques en 2024, c'est vrai. Mais pour le problématique propre aux IA génératives de texte et à ChatGPT, ce qui fait la qualité, c'est de pouvoir fusionner nos corpus. Donc nous, en fait, en tant qu'État, je dis nous en tant qu'État, en fait, le sens de la souveraineté au sens de l'État, ça repose sur 3 piliers. 3 piliers, donc, si là je vais parler en tant que client, s'il y a des entreprises éditrices qui veulent bien le voir, on a 3 obligations. Déjà, de s'assurer que l'outil qu'on va intégrer chez nous soit évolutif. C'est-à-dire qu'on a la maîtrise technique, qu'on puisse le faire évoluer en fonction de nos besoins. Avec un outil propriétaire comme ChatGPT, l'évolution, on n'est pas de prise dessus. Deuxième contrainte, c'est celle de l'indépendance. Alors on a parlé de Second Cloud, on a parlé de Cloud Act, on a parlé de chinois. Effectivement, des solutions comme ça, qui soient propriétaires ou à la limite qui soient libres, mais sur lesquelles on n'aurait aucun contrôle, ça ne nous intéresse pas. Troisième chose, il faut qu'il y ait une pérennité. Donc on a besoin d'avoir internalisé les compétences. Et là-dessus, comme vous l'avez dit, tous, il y a des nouveaux modèles qui sont libres, donc on a le droit de s'approprier, sur lesquels on peut monter en compétences, qui sortent quasiment chaque semaine une nouvelles itérations. Et en fait, il y a un engouement sur ces modèles, et les optimisations qui sont en train de venir sur ces modèles font que on va pouvoir très raisonnablement les mettre sur nos serveurs et se passer de ChatGPT. Alors quand je dis on, je me place bien d'une perspective collective où on fait un logiciel, et pas forcément dans la perspective de l'utilisateur qui chez lui utilise ChatGPT. Parce que ce sont 2 sujets différents. Et donc, Fabrice a parlé de grands consortiums internationaux. Effectivement, ce genre de choses qui seraient très bénéfiques, on en a vu poindre certains l'année dernière pour le développement d'une IA générative qui s'appelait Bloom. Ce genre de consortium international, ça va sûrement revenir. Après, à une échelle peut-être plus modérée, en fait, on encourage au sein de l'État la construction de consortiums peut-être de taille plus raisonnable à l'échelle nationale. Et donc, le message qu'on veut faire passer, c'est il y a aujourd'hui un certain nombre de fonds qui existent. On a évoqué la BPI, on aura pu évoquer aussi le secrétaire général pour l'investissement. En tout cas, un certain nombre de fonds qui existent. Et le message qu'on veut faire passer, c'est tout à fait envisageable de venir bâtir un consortium français qui aura comme doctrine que toutes les contributions qui soient faites soient libres. C'est-à-dire que ce qui est financé par l'argent public devra servir à l'ensemble de la communauté. Donc ce genre d'initiative, ça commence à être réfléchi, ça va se mettre davantage en place au second semestre, et c'est qu'une partie de la solution, mais vraiment, notre conviction, c'est que c'est par le libre qu'on va arriver à de nouvelles choses. Et donc pour revenir à ta question sur les modèles qu'on a essayés, oui, donc on a essayé Lamar, on a essayé Falcon, d'ailleurs il y a un fine-tuning de ces modèles qui est en train de tourner sur l'ordinateur dans la salle. Et alors en termes de performance, grosso modo, on n'y est pas encore parce qu'il y a un travail d'ingénierie à faire. Donc ce qui prend le plus de temps, c'est pas de faire le premier modèle, c'est de continuer à améliorer en lui fournissant de nouvelles données. Et donc là-dessus, on a un travail d'apprentissage collectif à faire pour nous, techniquement, s'approprier aussi cet outil. Mais la marche à passer est pas si incommensurable que ça. Donc j'ai un petit peu débordé ta question. Non, mais vas-y, et Jean-Louis, du coup. Merci. Tout est super intéressant. Je vais commencer par mettre un petit sujet sur l'open source de ce que Fabrice a dit. Il a complètement raison, l'open source, c'est la voie. Il y a une petite différence avec ce qui s'est passé avec l'IA contre tout ce qui s'est passé les 40-50 dernières années. C'est que la communauté d'intelligence artificielle est extrêmement agressive. Je parle humainement agressive vis-à-vis de tout ce qui est propriétaire. Et ça, je vois une énorme différence avec ce qu'il y avait avant. Les gens étaient un peu passifs, on fait une alternative, on est gentil, on est câlin, on est bisounours, machin. Ok, on a fait une petite alternative aux plus gros players, média players. On a fait VLC, ok, c'est cool, c'est nice. Là, c'est pas nice. Quand quelqu'un il sort un produit, tout de suite la communauté open source fait ok, comment je fais copier-coller et comment je le mets
en libre. Et je prends Falcon. Alors, au passage, Falcon, je mets quand même un petit truc dessus. La boîte qui a fait la technique derrière la publication, c'est pas les Émirats Arabes Unis, c'est Lighton, une boîte française. Je le dis juste comme ça. Ça revient un peu problème. Hélas. Ils ont été financés, mais je reviens à mon truc. Je pense que les étudiants français sont parmi les meilleurs du monde, les chercheurs du français sont parmi les meilleurs du monde. Je réitère. Et vous avez un Silicon Valley, il y a énormément de super gros ingénieurs, super gros chercheurs qui sont des Français. Donc le problème, on a un problème capitalistique plutôt qu'un problème d'éducation pour l'instant. Je le dis, je levais des fonds, je peux vous dire, lever des fonds aux États-Unis, lever des fonds en France, ça n'a rien à voir. Le niveau de risque et tout ça. Mais donc, pas de régulation, mais c'est... Mais donc l'open source c'est la voie, l'IA, la communauté d'IA, c'est ce qui est très possible dans ces changements-là, elle est extrêmement agressive. Dès qu'il y a quelque chose qui est propriétaire, ils vont tout faire pour les rouvrir. Donc un exemple, c'est Llama était quelque chose qui était open source, mais qui n'autorisait pas, en général c'est ce que fait Facebook, n'autorise pas l'utilisation commerciale de ces modèles-là. La communauté open source a fait OK, copier, coller, et ils ont commencé à reproduire. Il y a Falcon qui est arrivé il y a 2 semaines. Moi, on utilisait des équivalents de Llama. Il y a NPT qui est arrivé aussi entre-temps, c'est une autre architecture. Et il y a Falcon qui est arrivé. Falcon détruit tout le monde. Je pense que c'est la voie qui va gagner. Mais pour revenir sur Llama, quand ils sont arrivés, ils se sont fait déglinguer par l'open source. Tout le monde a cherché à reproduire. Et ça allait très très vite. Et puis là, il y a Falcon qui est arrivé. Ils ont dit, nous, on fait une licence un peu spéciale. Vous pouvez l'utiliser commercialement jusqu'à ce que vous fassiez 1 million de chiffre d'affaires. Après, vous nous filez des royalties. C'est 10% de l'argent que vous faites, vous nous le donnez. 4 jours après, ils rétractaient, ils disaient non, mais finalement c'est libre pour tout le monde, parce qu'ils se sont fait défoncer. Donc l'open source, il y a l'open source qui est l'outil en soi, il y a le libre et l'open source. En anglais ils disent free parce que c'est libre et gratuit. Ça veut dire c'est le même mot en France, on a libre et gratuit qui sont 2 mots. En anglais free et free c'est la même chose, mais pour nous c'est 2 choses. Donc l'open source qui peut être libre, qui peut être gratuit, mais pas forcément libre de droit. La partie libre de droit se fait attaquer très fortement par la communauté, se fait défoncer chaque jour. Et pour revenir sur le contenu et le contenant, pour faire simple comme une base de données, quand vous appelez quelque chose, on va dire Google, imaginez que les modèles que vous voyez dans ton site, ce sont des équivalents des serveurs Google et du code de Google. Il n'y a pas de données dedans. Il se trouve que quand les gens ils ont codé ces IA, il y a des artefacts, des imaginations, parce que le code est capable de donner des réponses. Mais ça, c'est une dérive du système. Okay, c'est juste les IA dont on parle, donc les LLM, sont juste des manières d'interroger. C'est juste un moteur d'interrogation. Il se trouve qu'il y a des données qui ont été préchargées dedans, qui donnent des résultats. Mais il ne faut pas se fier aux résultats. Parce que c'est des modèles qui sont très loin à entraîner, qui prennent beaucoup de temps. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est désuet le lendemain. Enfin, même pas le lendemain, c'est désuet avant même que ça démarre l'entraînement. C'est déjà désuet parce que l'entraînement va prendre 2 semaines, 3 semames, 1 mois. Donc vous êtes déjà 1 mois en retard quand vous le sortez. Donc il faut l'imaginer comme un système de requête, un système de questionnage, et non pas comme un système de contenu d'information. Et ça, c'est vraiment le gros problème, la distinction. Donc, avoir un bon LLM pour avoir donc un bon modèle, pour avoir un bon moteur qui comprend bien le langage pour aller chercher la bonne donnée, c'est une chose. Maintenant, la question, c'est la donnée dedans. Et donc on parlait de consortium. On peut faire tous les consortiums qu'on veut pour avoir le meilleur code pour aller chercher la donnée. Ça ne va pas nous donner la bonne donnée. Et ça, c'est le gros problème. Et ChatGPT a fait ce que Facebook a fait pendant des années. En douce, pendant des années, il y avait déjà des modèles GPT, GPT-3, GPT 3.5 qui tournaient. Et ce qu'ils faisaient avec les API, les gens voyaient le code sur les API, puis ils récupéraient les données. Ce qu'on ne savait pas, ce que les gens n'avaient pas lu dans les petites lignes, c'est que ces données-là qui étaient transmises par les entreprises pour avoir des résultats, étaient en fait extradées vers des systèmes annexes, où il y avait des gens qui faisaient de la notation toute la journée. Des milliards et des milliards de gens qui regardaient ce que vous faisiez, qui faisaient la notation. Et ça, c'est la partie la plus compliquée à reproduire. La science, c'est facile à reproduire. Le calcul, c'est facile à reproduire. Le problème, c'est d'avoir des données de qualité. Et depuis que ChatGPT est sorti, tout le monde cherche à refaire ChatGPT. Les prix et les coûts du marché de la notation ont explosé. Donc eux, ils ont profité de, 1, aspirer les données, de 2, d'un marché qui n'était pas hyper reluisant sur la notation des données, qui était très peu cher. Là, on arrive, on veut reproduire la chose, on n'a pas les données. De 2, le coût de la notation explose. Et de 3, ils ont créé un magnifique monopole et ils viennent à l'État américain en disant « c'est trop dangereux pour vous, il faut absolument réguler, hein. Vous vous rendez compte ?» Donc là, ils sont en train de fermer les robinets. Facebook a fait exactement la même chose il y a 5-6 ans. Ils ont dit « attention, la donnée perso, bon, nous on a tout absorbé, on peut faire du ciblage publicitaire comme on veut, il ne faudra surtout pas que les autres le fassent, on sait que c'est dangereux. » Donc on a ce problème-là aujourd'hui.
qui va nous pendre au nez. C'est-à-dire que moi, je vois deux choses. C'est que l'Europe doit défendre avec les réglementations qui sont en train d'être faites. Il faut faire attention. Il faut que les boîtes européennes et françaises, avec cet ADN de protéger l'individu, puissent continuer à bosser. Parce que aux États-Unis, on ne nous laissera pas bosser. Ça, vous êtes certain que le monopole va bien garder. Ils vont continuer à bien juicer la data qu'ils ont. Et l'autre côté, au niveau européen, je vis tous les jours, on te bride tout pour ne pas être capable de reproduire. Même si tu as la meilleure intention du monde, même si tu le fais correctement, on va tout faire en disant il ne faut surtout pas que ça se reproduise. Le problème, on se retrouve sans alternative. Et qu'est-ce qui se passe, les gens, je vous le dis, c'est que les gens qui s'y font, bon, ben, n'ayant rien, on va faire quoi? On va faire Google Traduction, hein. Alors, vous envoyez toutes vos Google Traductions de vos cours, vous les envoyez aux États-Unis. Et puis eux, ils n'ont pas de problème. Et puis vous avez utilisé ChatGPT, il n'y a pas d'alternative. Donc bon, bah, à défaut d'avoir quelque chose, on va utiliser quand même. Vous n'allez pas continuer à aller à cheval alors qu'il y a une voiture juste à côté. On est d'accord. Et en plus, elle est gratuite. Donc on peut réguler tant qu'on veut en disant la voiture c'est pas bien. La réalité c'est que vous allez quand même en prendre une, vous n'allez pas payer pour, et eux ils vont se faire plaisir avec la donnée. Donc il faut que l'État et les instances européennes trouvent le bon équilibre. Et mon dernier point, et j'arrête après, les Émirats Arabes Unis ont très très bien compris quelque chose, c'est quand ils ont sorti Falcon, alors je ne sais pas si ça a été annoncé encore, il y a des grants, donc de l'argent, qui est donné par l'université, vous avez 150 K, je crois que c'est 150 000 euros ou quelque chose comme ça, enfin dollars, peu importe, ça ne change pas grand chose, pour venir et dire comment j'utiliserai Falcon, comment je l'améliore, donc comment je viens avec un nouveau dataset, et comment je collabore avec l'université. Ça, c'est un truc que nous, on ne sait pas faire, les universités ne savent pas financer correctement, on fait toujours au niveau de l'État, on fait des IPCEI, enfin des IPCEI, trucs comme ça européens, qui sont super longs, on attend tout le monde, parce que comme c'est européen, il faut que chaque pays puisse s'exprimer, etc. On prend du retard. Là, c'est la folie. Moi, je le vois d'un point de vue entrepreneur. Il faut qu'on trouve une manière de décentraliser. Je crois que c'est toi, Fabrice, qui disait qu'il faut trouver des petits consortiums. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à décentraliser ça, parce qu'on se fait défoncer sur le temps d'exécution. Déjà qu'on n'est pas bon à enlever capitaux privés. Les universités n'ont pas la capacité de financement, puis c'est normal, c'est des universités publiques, donc c'est pas leur métier. De l'autre côté, financement des universités privées, pas de problème, on va aller chercher l'industrie, on va les faire ramener tout ce qu'il faut dedans en workforce. De deux, il y a le problème de la donnée. Le 3, la lenteur d'aligner tout le monde au niveau européen. Et en plus, on se met des régulations, et ça commence à être vraiment l'enfer d'avoir des outils européens. Donc, au-delà de tout ce qu'on se dit, je pense que l'État français qui a sa place européenne, qui est quand même assez forte, il va falloir qu'il réagisse pour donner un coup de pied à l'infirmière, parce qu'on va se faire écraser, comme dit Fabrice, on va se faire dégommer. Donc il faut qu'on trouve ça. Et moi, j'ai pas de solution. Je sais pas. Comment? Vas-y. Non, je sais pas, c'est une solution complète. Mais ce que je dis, c'est que pour la création de petits consortiums, comme tu le dis, c'est possible de venir s'appuyer sur l'État dans ce pacte du libre. Et donc, de faire en sorte que la somme de nos contributions individuelles soit plus forte. Et une petite nuance sur les données, je suis totalement d'accord avec toi que pour faire un modèle complet, il y a besoin d'énormément de données. C'est possible aujourd'hui de venir faire du fine-tuning, c'est-à-dire des ajustements de modèles avec moins de données. Alors certes, ça ne nous donne pas la maîtrise technique complète du modèle, ça fait qu'on ne contrôlera pas totalement ses sorties, mais on les contrôlera quand même un petit peu sur certains produits. Et en fait, une question qui se pose, c'est de savoir si finalement l'avenir c'est un chat GPT universel, donc une IA universelle, on lui pose une question, elle nous répond dans n'importe quel cas, ou si c'est à des logiciels plus spécialisés sur un secteur particulier et pour lequel on a gavé le modèle avec des données spécialisées. Auquel cas, ça prend beaucoup moins de temps. Et il y a aussi une chose qui fait baisser le coût des annotations. Alors, pas de notation de qualité, mais de notation de moindre qualité, c'est d'utiliser des modèles qui existent déjà pour générer des annotations. Ça donne pas la meilleure qualité du monde, mais ça permet quand même d'effondrer en partie le coût de l'annotation et de la construction de corpus. Donc, je serais un peu plus optimiste que toi. Et vraiment, si, comme la solution, ça repose sur le fait de venir chacun avec ses données, venez voir l'État, venez voir les fonds d'investissement pour dire nous on est prêt à faire tel travail pour constituer une base de données là-dessus qui servira à tout le monde, elle sera libre. Alors certes c'est libre, les Chinois, les Américains, en ça ils vont pouvoir l'utiliser, mais au moins on pourra l'utiliser. Alors qu'aujourd'hui les bases américaines d'OpenAI on les a pas, les bases chinoises on les a pas, donc mieux vaut du libre financé, je le répète, par l'État et ça peut aller très vite. Enfin on parle des prochains mois. Et vraiment, venez nous voir, venez voir la DINUM, venez voir la BPI, toujours sur ce pacte de libre, plutôt que de rester coincé parce qu'on n'a pas les bases de données américaines et qu'on se dit « Ah, mais on ne veut pas partager nos données si eux ne nous les donnent pas, parce que dans tous les cas, on ne les aura pas les leurs. » Alors, beaucoup d'interventions en dehors du cadre de mes questions, ce qui m'oblige à faire un peu de repackaging.
Alors, vous nous avez donné des bonnes nouvelles qui viennent conforter le thème de la conférence en se disant on a des besoins au niveau des universités pour accélérer notre éducation, pour avoir des outils fiables, et vous nous avez dit on a regardé les modèles open source. Pierre-Étienne, tu as dit que tu avais regardé EYAMA et que tu avais des modèles qui tournent sur Falcon avec un collègue dans la salle. Robert, tu nous as dit qu'en quelques jours, quelques semaines, on arrivait à des tâches spécialisées de très bon niveau avec ces modèles open source. Pierre-Étienne, tu nous as dit si on a des bons jeux de données, si on gave un peu les modèles, et ben ces tâches spécialisées, on va y arriver. Elles peuvent être efficaces, on a de l'espoir. Donc je comprends de vos interventions qu'on n'est pas encore tout à fait au bout de la manière opérationnelle et industrielle de faire fonctionner ces modèles open source, que c'est work in progress, mais que vous y parvenez en ce moment même. Pierre-Étienne, tu nous dis, et donc il nous faut des jeux de données, donc l'État va nous permettre de financer cela et d'organiser le travail, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et tous, et notamment Jean-Louis, tu as beaucoup insisté là-dessus, tu nous dis il faut aller absolument sur cette open source, notamment avec la bonne nouvelle qu'il est très vivace dans cet environnement de l'intelligence artificielle, et tu as dit agressif. Ce qui n'est pas forcément très clair, je trouve, depuis le début de la conversation, et vous l'avez tous dit comme si c'était une évidence. Vous avez dit, ChatGPT, c'est fermé, c'est pas bien ce qu'ils ont fait de capter les données, c'est pas bien ce qu'ils ont fait de faire monter les coûts des annotations. Donc vous avez pointé du doigt le côté capitalistique de ce phénomène, mais vous ne nous avez pas vraiment dit pourquoi il faudrait qu'une université, aujourd'hui, délaisse ChatGPT au profit de l'open source pour des tâches, celles que vous avez qualifiées de spécialisées, de atteignable en quelques semaines, etc., etc. Donc voilà, moi je voudrais vraiment avoir votre point de vue, on va faire tourner le micro sur tout le monde, et à la fin du tour, il nous faut les 5 raisons de ne pas prendre ChatGPT, sachant que je pense que les raisons de prendre ChatGPT et de l'utiliser, on les a tous vues au quotidien, on appuie sur le bouton, c'est facile et ça marche, donc ça, je n'insiste pas sur les avantages. Moi je voudrais vraiment les inconvénients. Allez, on va passer par là, du coup. Je vais commencer par une raison très bête qui s'appelle la souveraineté, pas celle dont on entend parler à tort et à travers. La souveraineté du cloud, typiquement, c'est un concept marketing fumeux qui consiste à rebrander de l'Amazon ou du Google et de l'insérer chez Orange ou Atos et de vous faire croire que c'est français. C'est du pipeau, c'est du marketing. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que le marketing. C'est un odieux mensonge. Non, je vous parle d'une vraie souveraineté, celle au sens du général de Gaulle. Celle qui fait qu'en tant que peuple français, on aura peut-être demain la maîtrise de notre destin. Et si on veut avoir la maîtrise de notre destin, il faut absolument maîtriser ce genre de technologie. Donc on ne pourra jamais la maîtriser à travers les grandes sociétés du passé, Bull, Thomson, ce genre de choses. Ça n'existe plus. Les rares morceaux qui restaient encore en place ont été vendus récemment aux Américains. Et ce qui reste est acheté par essentiellement les Qataris et les Émiratis. Donc c'est fini. La seule solution, c'est l'open source. Si vous êtes prof, vous êtes payé par l'éducation nationale, vous avez un devoir d'être au service du bien commun, et donc c'est pas au service des startups américaines. Et pour ça, il faut absolument qu'on trouve dans les plus brefs délais des alternatives à ces trucs-là, qui nous permettent dans 10 ans, quand ça sera totalement intrinsèquement lié aux habitudes de travail de tout à chacun, de faire en sorte qu'on puisse décider d'aller à droite, à gauche, en avant, en arrière, comme on le sent, et non pas ni en fonction des conditions de licence de ChatGPT, ni en fonction des petits arrangements qui se seront faits tout en haut du sommet de la pyramide entre des dirigeants et qui auront décidé, typiquement comme c'est le cas aujourd'hui, qu'on va du côté des Chinois et des Émiratis pour toute cette partie-là de la technologie, et pas que. Et donc du côté du crédit social. Le crédit social, c'est pas un truc chinois, ça existe en Italie, ça existe en Espagne, ça existe au Japon, ça existe en France. Si vous êtes bénéficiaire d'une allocation en France, vous êtes noté. C'est pas un fantasme, ça arrive. Donc le fait, cette conjonction de coordination nous donne un besoin urgent de souveraineté de façon à ne pas nous enfermer dans un modèle de société qui se dessine avec les technologies. Ça là-dessus, je pense que Facebook a convaincu tout le monde que les technologies dessinaient les sociétés aujourd'hui. L'intelligence artificielle, ça va être bien pire encore. Alors, juste de passer à Samuel, donc je vous demande d'être très concret dans vos argumentaires, c'est vraiment de donner un argument à un prof d'université aujourd'hui
il a le choix entre, on t'a dit tout à l'heure, hein, la voiture et le cheval. Donc, il a les deux. Est-ce qu'il doit transpirer un peu pour utiliser un modèle open source ou prendre ce qui marche déjà sur étagère, concrètement à son niveau, et pas au niveau de l'État, au niveau de la grande politique, à son niveau d'individu, pourquoi il décide de prendre ChatGPT, comme on dirait, essayer de prendre une douche plus courte ou essayer de pas manger bien. Voilà. Alors, je vais te décevoir parce que je vais pas pouvoir te répondre. Moi, je sais pourquoi je le fais. J'ai une équipe qui sait pourquoi elle le fait, et c'est individuel. Parce que si t'as pas fait tout le parcours, ce qu'on vient d'entendre de Jean-Louis, si t'as pas fait tout ce parcours qui t'amène à comprendre pourquoi ça craint, eh ben les gens, tu peux pas les convaincre. Chez Fun, on fait toutes nos confs sur Jitsi. Dans l'équipe tech, c'est même pas un sujet. C'est même pas... Personne n'imaginerait démarrer une conf sur Teams, sur Google, sur n'importe quoi. Non, mais on le ferait pas, quoi. Et on se bat au quotidien avec des gens qui le font, parce qu'ils ne comprennent pas et qu'ils n'ont pas cet éveil. Donc je ne vais pas pouvoir te dire pourquoi un prof doit devoir le faire, mais je vais te dire que dans l'ESR français, on est sûrement là encore les meilleurs, parce qu'on a un ESR qui... On a peut-être 20% des gens, et ça vient souvent des profs, qui comprennent ça, et qui se battent pour ça. Et ça vient d'eux. C'est-à-dire que moi, je ne pourrais pas garder mon équipe 2 mois si je ne faisais pas ça. Tout le vendredi, ils peuvent travailler sur l'IA s'ils veulent. On se bat pour garder les gens. Et dans les universités, il y a des gens qui se battent en nous challengeant, en nous disant faites du libre. Mais c'est pas l'administration. Je vais te décevoir. Je pense que tu es bien placé pour le savoir. Il y a des gens qui font tourner du Microsoft à qui ça pose aucun problème. La CNIL dit faut pas le faire, ça leur pose aucun problème. Je suis un peu dur, je vais peut-être avoir des problèmes, mais c'est la triste réalité. Et encore une fois, ça tient sur quelques ingénieurs qui essayent, avec travaux de ficelle, d'offrir des services alternatifs. Alors je dis ça, maintenant je vais être positif, parce que moi j'y crois. On voit ces derniers temps des projets, des financements. On voit à la DINUM une transformation, ils ont compris tout ça, ils poussent les projets là. Moi j'y crois. Et comme disait Luc Julia ce matin, on a les meilleurs. Et les meilleurs qui sont à l'extérieur, ça on s'en fiche. Je veux dire, eux ils sont partis pour le chèque, ils reviendront peut-être à 45 ans, et là ils m'intéresseront. Ce qui m'intéresse, c'est ceux qui restent, ceux qui savent pourquoi ils restent, ceux qui ont les compétences. Et ma responsabilité, c'est de qu'on ait des projets pour eux, qu'on ait une ambition. Et j'y crois, mais on va le faire. Donc, beaucoup de passion, mais il manque les arguments. Le nationalisme, à un moment, il va falloir... Voilà, ok. Donc, il y a le nationalisme, la géopolitique, il y a la position de la démocratie dans le monde, etc. Il y a, vous êtes payé pour l'épreuve d'université par le public, et donc essayez de raisonner avec le bien public. Moi, peut-être quand on va passer de l'autre côté de la table, j'ai envie d'entendre peut-être frugalité sur les serveurs, j'ai envie d'entendre, mais où vont mes données quand j'utilise ChatGPT, et qu'est-ce qu'on va faire avec? Et est-ce que c'est malin de mettre une proposition commerciale dans ChatGPT ou ma dernière innovation dans ChatGPT? J'ai envie de savoir si je lui demande quelque chose d'un peu personnel, qu'est-ce qui se passe, voilà. Enfin, donc, essayez peut-être juste et rapidement, parce qu'on a après derrière à parler effectivement des solutions, donner des arguments du quotidien sur ce qui se passe. Alors, prendre deux exemples concrets, peut-être tu te pris des exemples de documents. On peut avoir des documents qui ont un caractère de brevet en construction, de choses qui sont en construction, et là où on peut se dire qu'il y a un risque à les partager, de ne pas les mettre dans quelque chose qui pourrait être partagé. C'est ce qui a fait l'actualité assez tôt dans l'année avec Samsung, qui s'est retrouvé les éléments de ses plus 8 chercheurs tout de suite sur ChatGPT. Un autre exemple qui a un gros usage de ces technologies génératives dont on n'a pas trop parlé à la date, qui est le code informatique. C'est-à-dire que ce sont des outils qui vont aider des gens à maintenir peut-être dans la durée. On se dit souvent qu'il y a des langages informatiques qui sont très datés, se dire comment on va maintenir dans la façon dont fonctionnent des trains, du code embarqué, des tas de choses, du COBOL qui sont des millions de lignes de code dans toutes les banques assurances. Il y a des compétences qu'il va falloir soit convertir, soit se dire que ce type d'outil
Et ce type d'outils, et c'est là où je fais un peu le pont entre, oui, il y a un danger à les mettre dans un chat GPT, mais la vitesse des modèles open source dans des instances, il y a peut-être certains clouders qui sont marketing, d'autres qui sont, je pense, peut-être avec une autre proposition de valeur, pour faire ça élégamment. Mais donc, oui, il y a des propositions qui, sur ce sujet, de se dire, j'ai du code informatique qui est dans un langage daté, compliqué, j'ai des compétences de gens qui vont partir à la retraite, qui savent plus maintenir ce code, qui est clé, qui est certifié, qui fait tourner des trains, qui est embarqué dans des tas de systèmes. Là, oui, il y a un danger à mettre à date ce code, parce que on l'a pas dit, une des forces d'un outil comme ChatGPT, parce qu'il a été entraîné sur ce type de choses aussi, c'est de comprendre des choses algorithmiques, et donc c'est pour ça qu'on lui pousse des capacités de raisonnement, donc il est utile dans le code informatique. Et donc dans un usage comme ça, je suis chercheur, je suis une entreprise privée, je travaille sur du code très précis, qui peuvent être hackés. Il peut y avoir des conditions de sécurité parce que mon code il est en danger, donc j'ai besoin d'avoir des modèles alternatifs, et ces modèles, on se dit qu'on a un chat GPT, il faut se dire qu'en l'espace, on est le 8 juin, qu'en l'espace de quelques mois, il y a des solutions alternatives qui arrivent, qui a une actualité hebdomadaire sur ces sujets, qui en aura, et si on refait cette conférence le 2 septembre, il y aura plein de nouveautés. Donc, oui, il y a des dangers, et oui, il y a des solutions qui arrivent à une grande vitesse par rapport à des alternatives pour répondre à vos besoins. Donc, l'exemple du code, oui, un laboratoire qui travaille sur du code pour embarquer ça dans tel ou tel dispositif, il n'a pas intérêt à mettre ce code-là, à le faire convertir dans un chat GPT pour le faire arriver en C ou en C++ ou en COBOL dans un système, de faire du rétro-engineering de code comme ça. Donc, il a intérêt à le faire sur un LLM souverain. J'ai deux réponses, une un peu humoristique et une plus sérieuse. L'humoristique d'abord, pour parler en prison. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette anecdote il y a quelques jours d'un avocat américain qui a utilisé ChatGPT pour écrire sa plaidoirie. Alors évidemment, sa plaidoirie faisait référence à des affaires qui n'existaient pas, évoquait des lois qui n'existaient pas. Donc en faisant sa plaidoirie, il s'est rendu coupable devant le droit américain de faux témoin, enfin de parjure, oui, exactement. Donc là, en réalité, c'est pas un véritable argument pour des modèles alternatifs, parce que tout de suite, ce qui manque dans le ChatGPT et ce qui manque dans tous les autres aujourd'hui, c'est la capacité du modèle à dire d'où vient l'information, à citer ses sources. Aujourd'hui, les solutions alternatives n'ont pas encore la capacité de leurs sources, n'empêche que c'est une fonctionnalité qui sera déterminante s'il arrive dans le futur dans des offres alternatives. Maintenant, une réponse un peu plus sérieuse et qui rebondit peut-être un peu sur le côté nationaliste évoqué par Fabrice, mais c'est pas vraiment du nationalisme, c'est plutôt le côté culturel. C'est-à-dire que Robert a dit que Falcon, si on pose des questions sur Taïwan, sort des réponses différentes de ce que sort ChatGPT modèle américain. Et en fait, de manière générale, ces données qui ont été conçues à partir de langues, dans le cas de ChatGPT, de données anglo-saxonnes, dans le cas de Falcon, des données chinoises, etc., elles incorporent des réflexes culturels, des visions du monde. Et si on veut mettre en valeur notre vision du monde et aussi ne pas se laisser en quelque sorte transformer par des discours séduisants, puisque de manière générale, les discours sortis par les IA génératives, dans ChatGPT, sont bien construits, bien argumentés, sont très prenants. Donc, pour garder une certaine maîtrise culturelle et presque méthodologique de notre manière de réfléchir, c'est important de continuer d'abonder dans des modèles libres auxquels on va faire pouvoir voir des données écrites en français pour traduire un certain état d'esprit français. Donc quand je dis français, il ne faut pas le prendre au sens nationaliste, où ce serait France et pas le reste, mais au sens où il y a un problème de diversité d'opinion et de diversité de manière de voir dans ces IA propriétaires. Trop bien, je suis 100% aligné avec ce que tu as dit, c'est top. J'en ai 5 arguments concrets, parce que j'ai bien compris que c'était important. Alimenter le système pour le renforcer, donc c'est ce que tu viens de te dire. Si vous ne faites pas l'effort, vous, d'éduquer vos étudiants à alimenter le système européen avec les valeurs européennes. Moi, je dis souvent aux investisseurs, white male, ChatGPT, c'est white male, 40 years old, racist. L'homme blanc, 40 ans, raciste. C'est ça, ChatGPT. Et c'est la vision de l'Internet. C'est tous les chats, tous les gens trollent derrière leur écran, etc. Il faut qu'on défende notre culture par rapport à ça. Et donc, ça commence à l'école, à éduquer les étudiants et à leur donner les bons réflexes pour venir alimenter les systèmes avec notre culture et nos valeurs. Donc ça, c'est, j'ai dit, alimenter le système pour le renforcer, parler des valeurs. J'ai une note humoristique aussi, parce que les impôts vous payent.
Votre salaire à la fin du mois, c'est les impôts qui les payent. Les impôts, ce sont les sociétés françaises qui payent leurs impôts sur le territoire. Et que là, c'est une forme d'évasion fiscale, de donner ces données. Ils font pas pour le plaisir. ChatGPT, c'est pas gratuit pour le plaisir, ou Google. C'est que vous donnez de l'argent, data is gold, vous leur donnez de l'argent gratuit, ok? Et cet argent-là, c'est du PIB qui sort. Et donc, c'est un appauvrissement de la France, c'est un appauvrissement de votre salaire à terme. Donc, je pense que vous avez une responsabilité vis-à-vis de vos employeurs, qui sont les concitoyens et les entreprises françaises, de les supporter d'une certaine manière. Alors, si vous ne le faites pas de façon financière, ce que je peux comprendre, faites-le au moins en partageant les données avec elles, en ayant les valeurs européennes qui vont avec. Ça, c'est une fuite de PIB. C'est un peu une note humoristique, mais je pense que vous avez un devoir vis-à-vis du contribuable. En tant que... Voilà. Autre blague aussi, enfin, je reviens sur la culture, je pense que vous n'êtes pas dans le privé... Enfin, vous êtes... le public, c'est connu, c'est pas non plus payer des 1000 et des 100, ok? Vous êtes ici parce que vous avez des valeurs, et je pense qu'il est important pour vous de défendre les valeurs pour lesquelles vous faites de l'éducation, pour lesquelles vous voulez transformer la société au quotidien. Et donc, utiliser ces systèmes-là, c'est aussi défendre ces valeurs-là pour lesquelles vous vous êtes engagé pour la France. Donc, c'est un peu, je refais un peu là-dessus, mais voilà, c'est un autre truc. Vous avez un devoir, moi j'ai marqué, vous avez un devoir vis-à-vis de vos étudiants de leur expliquer l'éthique et la RGPD, la protection de leurs propres données. Ce sont les citoyens de demain, vous devez les éduquer sur la protection de leur propre personne. Ça fait partie de l'éducation. Et donc, leur faire comprendre que c'est pas juste se protéger en mettant un casque, c'est aussi se protéger en protégeant ses données personnelles. La voix, ça se clone, ça ne se change pas. D'accord ? Les yeux, l'identité visuelle, ça ne se change pas. Donc il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas changer, et que si on fait des erreurs quand on est jeune, quand on n'est pas été éduqué correctement, c'est des choses qui sont très difficilement rattrapables. Donc mettez pas votre dossier médical sur ChatGPT, ce genre de choses. Donc c'est des questions d'éducation vis-à-vis des gens, et de leur apprendre comment les outils informatiques fonctionnent et comment ils peuvent s'auto-alimenter et comment ça peut vous desservir plus tard. Et donc ça les apprend à se protéger. Et le dernier point, c'est un énorme cas qui s'appelait Alstom il y a quelques années. Fabrice, je parle sous ton contrôle, je vais peut-être dire des conneries, donc je m'excuse d'avance. Alstom s'est fait toper, donc ils se sont fait toper une partie de leurs entités à l'époque, et c'était notamment les systèmes d'alimentation à base de systèmes nucléaires, d'alimentation nucléaire. Les lois américaines, elles sont extraterritoriales. Heureusement, on a les RGPD qui est aussi extraterritorial, mais c'est à peu près le seul règlement qui va dans ce sens-là. Donc ça veut dire que eux, les Américains, quand il y a quelque chose qui arrive sur leur système, je parle de cloud, je parle de serveur, je parle d'entité juridique, à partir du moment où il y a quelque chose qui dépend du département de la justice, où le département de la justice peut avoir la main dessus, ils vont faire pour y aller. Et ça inclut, et vous avez vu Donald Trump les dernières années, ça inclut défendre les intérêts nationaux. Donc quand Boeing va se casser la gueule, par exemple, au moment où ça arrive, c'est des milliers d'emplois, c'est un sujet positif, il faut sauvegarder les emplois. On n'hésitera pas à aller chercher, demander au département de justice, il n'hésitera pas à aller voir OpenAI, à aller regarder les @airbus.com, à regarder l'ensemble des éléments et voir si par hasard il n'y a pas des contrats qui ont été négociés avec des ristournes. C'est ce qui s'est passé avec Alstom. Ça sera beaucoup plus simple que ça. Airbus utilise la Google G Suite. Et l'ancien directeur adjoint d'Airbus est désormais le patron de Palantir Europe. Et Safran et compagnie utilisent Palantir. Regardez Arnaud Montebourg, il vous expliquera le prix de la trahison. C'est généralisé dans toutes les élites françaises. Donc il y a Palantir qui est chez Safran aussi, il y a Palantir qui est chez Airbus, il y a Palantir qui était à la DGSI, je ne sais pas si c'est encore le cas. C'est encore le cas. Voilà. Donc je pense que là on a un gros problème, je ne vais pas dire le bras dans l'engrenage, je pense qu'on a la moitié du corps dedans. Ça c'est une partie, je vous parle juste de la partie, donc vous avez 3 niveaux, tu parlais de 3 étages de la fusée, en informatique vous avez 3 niveaux, vous avez le hardware, donc les serveurs, le matériel, vous avez le software, donc le code, et vous avez la donnée. Nous, on vous parle de protéger, votre rôle pour l'instant, c'est juste de protéger le haut de la pyramide. Le deuxième niveau, le software, on a l'open source, c'est une manière de mitiger. Le dernier, je ne vous parle même pas de l'État. Pour faire tourner les IA, ce sont des GPU. Les GPU, c'est des Américains. Il n'y a pas d'alternative. Et le jour où on fait une guerre contre les Américains, ils coupent le tuyau GPU, on est mort. Ça veut dire que... Comment ? Contre les Chinois, du reste. Ou contre les Chinois. D'ailleurs, les Chinois, ce qui se passe avec Taïwan, ils sont en train de reprendre Taïwan. TSMC, le fabricant de puces électroniques, est en train de se barrer. Les Américains sont en train de flipper comme des malades. Ils se disent, si on ne peut plus fabriquer les puces à Taïwan, comment on va faire nos puces ? Comment on gère nos missiles ? Comment on gère nos frégates ? Comment on gère nos avions ? On est dans la merde. Donc eux, ils ont compris, ils sont en train de faire des alternatives. Nous, en Europe, on a failli se faire racheter armes
qui est une alternative européenne, qui est sur le UK, c'est passé à ça de partir chez les Américains. On est dans la merde, et pourtant, je suis désolé de le dire, on a les meilleurs chercheurs. Tu peux aller à Grenoble, vous avez les meilleurs chercheurs sur tout ce qui est puces électroniques, etc. Donc il y a un problème, honnêtement, on a un gros problème de gouvernance en Europe. Et donc votre devoir à vous, on ne vous demande pas de protéger toute la pile, on vous demande de continuer à faire du super boulot sur le hardware, à avoir les meilleurs chercheurs, à sortir les meilleurs chercheurs. Ça, c'est votre métier. Mais juste la petite partie du haut, si vous pouvez juste faire ça pour nous aider, nos entreprises. Nous, on va se démerder pour trouver du capital, machin, nous financer. On va se battre. Mais juste cette partie-là, c'est un effort collectif, on ne le fera pas sans vous. Alors, là, on a eu des arguments sur la non-utilisation de ChatGPT, donc je compte sur vous. Maintenant, je vais conclure. Là, on va faire la dernière phase. Et là, je vous demande vraiment d'être très concret. On a compris qu'il ne fallait pas qu'on utilise ChatGPT. On a compris qu'il y avait des applications possibles dans l'éducation. On en verra demain. Il y a une conférence le matin qui est vachement bien avec plein de démos. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Donc maintenant, vous êtes dans une université, vous êtes dans des établissements de formation, vous voulez y aller. Donc Jean-Louis et Robert, concrètement, est-ce que vous avez des choses à nous proposer qui sont basées sur du libre, qui tournent pour de vrai, qui gèrent cette question d'exception culturelle dont Jean-Louis tu as parlé, hein, finalement, on a envie d'avoir, et Pierre-Étienne aussi, on a envie d'avoir des IA qui pensent à la française avec du contenu français. Donc concrètement, là, est-ce que ça existe? C'est-à-dire s'il y a des projets, s'il y a des universités qui veulent y aller, est-ce que si elles ont un financement, vous savez les accompagner? Est-ce que si elles ont des gens à former, vous savez former ces gens? Est-ce que s'il y a des étudiants qui veulent s'y mettre, vous savez former ces étudiants? Et est-ce qu'on peut passer à l'action sur ces sujets? Oui, la réponse est oui. Si on se met dans cette alternative open source, aujourd'hui, on a un mouvement très fort qui permet de passer à l'action sur des sujets, sur la capacité à faire un moteur de recherche sur un corpus fermé qui va pas aller chercher de la donnée extérieure, donc qui serait sur de la donnée sourcée qualitativement, etc. On sait le faire, on sait gérer toute une série de tâches, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, parce qu'on est comme ébloui par ChatGPT. Il y a toute une série de tâches qui savaient être faites par des modèles plus frugaux. Toi, tu as évoqué ce point-là. C'est vrai qu'on fait tourner, on a des bateaux de croisière au large de Venise là, qui tournent pour faire tourner ces modèles. Et donc il y a un vrai sujet de se dire, est-ce que pour chacune des tâches qu'on a besoin de faire, on a besoin de cette dépense d'énergie? Et la réponse, dans toute la tendance open source, c'est de dire non. Il y a peut-être modèles qui seront, comme on s'est dit, il y a un combo à trouver, il y a des modèles à trouver par rapport à la performance, la consommation. Et oui, aujourd'hui, on sait faire des choses qui arrivent à des niveaux de performance qui sont très qualitatives, vraiment sur la recherche, sur le traitement de documents complexes. Nous, chez BUID, on travaille beaucoup sur des corpus de documents qui sont à la source images, qui deviennent textes, etc. C'est des choses sur lesquelles on sait faire des choses, où on s'appuie sur des composants open source, où un certain nombre de nos produits sont disponibles pour des acteurs publics dans ce statut open source. Donc voilà, oui, la réponse, oui, il y a beaucoup de ces alternatives qui vont... Et l'année 2023 va être plein d'actualités sur ce sujet. Alors Jean-Louis, est-ce que tu es prêt à accompagner les projets en université? Oui, complètement. J'ai noté déployer, former, financer. C'était globalement, et collaborer peut-être. Déployer, oui, c'est possible. Nous, on a une base open source qu'on a déployée, qu'on travaille avec aujourd'hui Fun, justement, pour mettre sur le Jitsi notamment. Et on devrait faire Big Blue Button, j'espère, prochainement. Donc voilà. On croit beaucoup dans l'open source. On a prévu que le modèle qu'on utilise open source, c'est un Whisper Large V2 qu'on a énormément optimisé, que ce soit au niveau du temps de calcul et l'empreinte énergétique dont on parlait. Donc ça, c'est vraiment des gros sujets de mise en production industrielle. Plus des éléments qui sont un peu à notre sauce pour réduire ce que disait Luc Julia ce matin, les hallucinations. Donc on a tous ces mesures-là et tous ces sujets de qualité. Donc c'est là la valeur de collaborer. Déployer, c'est pas un problème. Former, certainement. On cherche toujours des étudiants. Donc c'est pareil, si vous avez l'étudiant ou l'étudiant le plus brillant dans votre classe, vous me l'envoyez. Oui, mais je reformule la question. Vous dites que vous savez mettre en œuvre ces modèles. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à donner des cours en école et en université? Ah, moi je suis prêt, toujours. Qu'à la rentrée, il y ait des étudiants qui sachent faire en masse. Toujours, moi j'ai faire un MOOC sur Fun, sur le fine-tuning de
de tel ou tel modèle open source. Ouais, il n'y a pas de, moi, il n'y a pas de sujet. Hein. J'ai déjà des gens chez moi qui donnent des cours à Epitech, par exemple. Donc, et puis moi, je donne des cours à l'université, je serais toujours ravi d'en donner. Oui, il n'y a aucun sujet. D'ailleurs, je posais la question tout à l'heure à une autre personne qui s'occupait de ça, des collaborations qui est à la Sorbonne. Donc moi, toujours un plaisir d'aider évidemment les universités. Et je pense de leur donner le sens de la vraie vie, parce que la main, c'est la théorie. Dans la pratique, il y a plein de problèmes. Les gens ne comprennent pas les hallucinations, les gens ne comprennent pas les switches de langage, qu'est-ce que c'est qu'un token, les sizes de... Enfin, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense qu'il faut expliquer aux étudiants, parce que c'est pas parce qu'ils... Et en plus, il y a un gros problème des publications, il y a beaucoup de mensonges dans les publications en ce moment. C'est assez catastrophique. Donc il faut savoir le vrai du faux et qu'est-ce qui est utilisable vraiment. Donc ça, tout à fait, avec plaisir. Expliquer la vraie vie de la vraie prod. Et les sujets du financement, ça, je pense que c'est à l'État de venir nous chatouiller là-dessus. Alors pendant que tu as le micro, je propose que tu répondes à la question de Fabrice tout à l'heure, que je n'ai pas oublié. Qui était... Et après, je passerai C'était quoi la question à Robert, qui est: est-ce que ton cloud il est souverain ou c'est bouché marketing? Non, le cloud, moi j'étais chez OVH, je veux dire, j'ai un biais. Mais moi je me suis toujours, dans les 6 dernières années que j'avais passé chez OVH, moi je travaille vraiment avec le gouvernement, c'est un sujet, on parlait des valeurs et tout ça. Donc il n'y a pas de Chinois, il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas de... Non. Et je veux dire, des propositions AWS, Facebook et compagnie, j'en ai eu à des salaires indécents. Et je suis resté là où j'étais parce que je croyais dans les valeurs d'OVH. Donc OVH, c'est un peu le gouvernement de l'informatique, ça paye pas très bien, mais on y va pour les valeurs. Il y a une anecdote... Il y a une anecdote rigolote au sujet d'OVH et de la souveraineté du cloud. C'est que la réalité, c'est que l'essentiel de ce qu'on vous vend comme du cloud souverain, c'est de l'Amazon, du Google, ou j'ai oublié le troisième, du GAFAM, rebrandé par Thales, Atos, Orange, qui se contentent de faire tourner des technologies américaines dans leur data center et finalement de louer des machines. Le jour où ils ont fait ce deal à OVH, Octave Kabla leur a dit: écoutez, moi, si je veux faire une promesse de souveraineté à mes clients, il faut quand même que je m'assure qu'il n'y a pas de backdoor, parce que on a tous entendu parler d'Edward Snowden et on sait bien ce qu'il en est avec les technologies américaines. Donc j'aimerais avoir accès au code de façon à pouvoir l'auditer et vraiment me faire une opinion sur la réalité de la souveraineté que vous me proposez. Et les GAFAM leur ont dit non. Et Octave Kabla leur a répondu: non merci. Ce qui donne une petite idée de la réalité du cloud souverain ailleurs. C'est du pipeau. Alors, essayons d'être précis. Donc, il y a plusieurs offres de cloud qui proposent des garanties. Donc, effectivement, commençons par Thales, qui a prévu, promis, envisagé de mettre une offre Google sur la table qui serait souveraine. Et je te rejoins tout à fait, Fabrice, parce que tu décris exactement la situation. Google n'a pas donné accès au code et Thales fait ce qu'il peut, et pour l'instant, ça n'est pas opérationnel. La deuxième offre, c'est Orange, qui a dit: je vais faire du Microsoft souverain. À ce stade, ce n'est même pas validé par la Commission européenne, il n'y a pas de planning. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, Fabrice, ces deux offres sont probablement du bullshit, et en tout cas, elles n'existent pas. Donc c'est pas la peine de les bâcher, puisqu'elles n'existent pas. Voilà, donc bâchons en préventif, mais ne confusons pas la salle. Ce sont des offres qui n'existent pas, donc elles ne présentent pas de danger si vous les souscrivez aujourd'hui, puisqu'elles n'existent pas. OVH, on a dit ce qu'il en est. Outscale, qui est ton partenaire, Robert, c'est du bullshit ou c'est pas du bullshit? Outscale, il y a deux technologies. Il y a la technologie sous-jacente qui est celle d'Asso System avec, on va faire des spécialistes du cloud, de la théorie du cloud, mais il y a des couches de virtualisation. On est dans des choses souveraines et notre partenaire qui est DocaPost, qui est filiale de la Poste, qui s'appuie sur technologies, notamment sur les données de santé, qui sont des choses qui ne répondent pas aux deux exemples précédents que tu as cités, donc ils me semblent très souveraines. Alors après, peut-être qu'on apprendra que demain il y a tel backdoor chez X et Y. Moi je suis pas, mais à date ça semble être. On parle de deux acteurs qui sont sérieux sur ce sujet-là. Il peut y avoir effectivement le lobbying des GAFAM qui vont vers tel ou tel acteur
comme Orange ou comme Thales pour essayer de faire arriver leur cloud dans des versions souveraines. Mais il y a d'autres acteurs. Il n'empêche que c'est un vrai sujet qu'on a évoqué en pointillé dans cet échange sur les LLM, que la capacité des grands acteurs mondiaux à avoir créé des LLM, c'est parce qu'ils avaient des grandes puissances de calcul. Et la capacité à mobiliser des énormes puissances de calcul et pas l'élément de souveraineté où on a la meilleure... Enfin, quand on a parlé du projet Bloom, il a mobilisé le calculateur Janzé du CNRS pendant un certain nombre de mois. C'était des premières itérations. Si ce calculateur, les équipes qui avaient créé Bloom avaient pu faire peut-être 2-3 itérations, avaient amélioré leur façon de faire, avaient eu ce calculateur, je dirais, un peu plus en open, peut-être qu'on arriverait à quelque chose qui soit disponible. Donc la puissance de calcul nationale, européenne, elle est plus limitée que dans certains autres pays. Les données de santé, ça permet de raconter une anecdote qui permet de toucher du doigt la souveraineté et la capacité de la population française demain à prendre en main son destin. Les données de santé, ça a fait l'objet d'une énorme embrouille en matière de données souveraines qui a consisté, dans un premier temps, à les filer discrètement chez Microsoft. Alors, il y avait quelques ahuris dans notre genre, qui hurlions, mais dans le désert. Et on a eu une chance extraordinaire, c'est le Covid. Tout d'un coup, la santé est vraiment devenue un sujet d'angoisse et de préoccupation des Français, et tout d'un coup, on nous a entendus. Et tout d'un coup, la CNIL, qu'on a évidemment titillé, alerté, à qui on a fait des dossiers, le Conseil constitutionnel, on a lancé des commissions d'investigation sénatoriales, et on a réussi à mettre un frein à ce projet. Et ce projet, très concrètement, il faut savoir que vous, Français, vous avez les données de santé les plus sophistiquées au monde, les mieux... vraiment, c'est le nec plus ultra. Il n'y a rien de mieux que les données de santé des Français, en termes de structuration, en termes de métadonnées. C'est les meilleures données de santé du monde. Et ça a intéressé énormément Microsoft, parce que très concrètement, si vous rajoutez de l'intelligence artificielle à vos données de santé, vous allez commencer à pouvoir faire du prédictif. Et si je suis capable de prévoir l'évolution de votre état de santé, je suis capable de vous assurer, parce que je suis capable de calculer un risque. Et très concrètement, de vous dire à vous, je vais vous assurer pour 2 € par an, et vous allez avoir une mutuelle, mais votre voisin non, parce que votre voisin il va avoir un cancer dans les 5 ans, donc je ne vais pas l'assurer. Et c'est ça l'avenir de la sécurité sociale. Du coup, ça nous permet de voir l'avenir de la souveraineté française face à ces technologies. Alors, il me reste 2 minutes pour conclure. Alors, je vais essayer de retirer quelques outcomes du truc et je remercie Thibaut qui tente sa synthèse sur PowerPoint. Donc, moi j'ai retenu quand même que vous nous avez tous dit que le premier conseil à donner à toutes les personnes dans la salle, c'est de s'informer, parce qu'on a vu, tu nous l'as notamment démontré Fabrice, que parfois en soulevant le tapis, il y a des trucs sous le tapis. Donc, je ne reviens pas sur les exemples. Deuxièmement, une fois qu'on est bien informé, on a vu qu'il y avait beaucoup d'arguments pour dire ne nourrissez pas une IA étrangère, et qu'elle soit américaine ou qu'elle soit chinoise, parce qu'il va nous arriver des bricoles, tout comme on a acheté plein de matériel chinois pendant des années et on n'a plus d'usine en France, ou tout comme on a regardé plein de contenus américains, et heureusement qu'il y a encore un cinéma en France protégé par l'État, c'est pas... Sinon on n'en aurait plus. Donc, ne pas utiliser de solutions étrangères. Ensuite, on a dit, il y a de l'open source, et l'open source c'est super, ça marche, on a des résultats. On a dit, il y a des clouds, parmi les différentes offres de cloud souverain, il y a les vraies, il y a les fausses, mais on en a au moins 2 autour de la table qui ont l'air d'être pur sucre, OVH et Outscale. Et puis, on a dit, en tant qu'universitaire, en tant qu'établissement de formation, vous pouvez faire plusieurs choses. Donc, j'ai entendu Pierre-Etienne dire constituer des jeux de données, constituer des projets qui vont faire des jeux de données qui sont purs, qui sont nets, des jeux de données notamment au niveau de la science, hein, je pense, et donc c'est toute l'initiative autour de la science ouverte. Donc constituer des projets et venez voir le consortium que l'État est en train de constituer, parce que plus on aura des jeux de données, plus on arrivera à entraîner les modèles open source. J'ai entendu aussi former vos étudiants. Donc dès la rentrée, là, je pense qu'il faut des nouveaux cours sur le fine-tuning des LLM open source et peut-être même un MOOC sur Fun. Je compte sur Samuel.
Et j'ai compris qu'avec tout ça, on pouvait mettre en œuvre des choses dans un laps de temps qui me semble être assez court. Et donc, je pense que si on refait une conférence à la fin de l'année, on a tous des réalisations de notre actif. Et peut-être ajouter que dans ce qu'on fait, qu'on mette bien les deux pieds sur terre et qu'on se dise en fait, dans tout ce truc, là, dans tout ce bruit sur les LLM, le chat, il y a plein de choses qui sont rigolotes. Mais en fait, qu'est-ce qu'on apporte comme valeur? Parce que les Américains, c'est ça qu'ils savent faire très bien avec les startups, c'est se dire qu'est-ce que mon client il veut. Dans le CERN, on n'est pas très bon souvent pour se dire que le client, c'est l'étudiant. Si on veut pas que l'étudiant il finisse dans les écoles privées, c'est de retourner aussi le truc et de pas toujours penser à nous, enfin nous en tant qu'écosystème de l'ESR, et à penser toujours aux étudiants. Je pense qu'il faut qu'on se force à le faire tout le temps. Chez Fun, on a une place vide aussi, on essaie de faire comme chez, je sais plus comment il s'appelait, chez Zappos. On a la place de l'étudiant dans toutes les réunions, et donc on la joue à tour de rôle dans l'équipe. On a le droit de chacun de prendre la voix de l'étudiant et de dire mais attends, mais l'étudiant, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Qu'est-ce que ça lui apporte? Et donc le premier étage de la fusée, nous on s'est dit ça apporte à l'étudiant, qu'est-ce qu'on attend? On le fait. Mais peut-être que dans tous les usages qu'il y a, il faut aussi être très très pragmatique, être des makers et shipper. Voilà. Alors, pour continuer à flipper, pour continuer à être des makers, donc pour continuer à flipper, il y a 2 conférences d'après-midi qui sont très bien, une sur l'éthique et une sur le climat. Donc voilà, on va finir de dépeindre le côté obscur de la force. Et demain, il y a une matinée vraiment maker et aussi des confs l'après-midi qui sont vraiment sur le passage à l'action. Donc je vous retrouve tous, j'espère, à ces conférences, et notamment celle de demain matin sur les usages qui me paraît absolument fondamental pour avancer. Merci.